Bonjour, merci Fabien et Adrien de nous avoir invités aujourd'hui. On est ravis d'être aussi parmi les premières femmes à parler aujourd'hui. Bien dans ce monde cruel du digital et des NFT et du métaverse. Et nous, aujourd'hui, on va vous parler en fait d'une expérience à la base d'une collection familiale et ensuite de notre projet Aika. Donc tout commence avec la collection DSL, qui est une vraie collection d'art contemporain chinois. Avec des œuvres physiques. Des œuvres physiques et bien réelles. Et qui, Karen va vous en parler parce que elle la connaît de très près, mais qui a été très pionnière en fait dans l'utilisation du digital et de la tech pour en fait partager cette collection et l'ouvrir vraiment au public. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une collection, c'est souvent dans des storages ou chez des particuliers, des privés. Et vraiment, la démarche a été assez exceptionnelle. Et voilà, depuis plusieurs années, donc la collection, ils ont utilisé Second Life pour la partager. Et puis ensuite la VR. Et puis on vous parlera aussi d'un dernier projet sur le Metaverse. Bon, Amy, merci pour l'intro. Pour revenir un peu sur ce qu'Amy a dit, donc moi en présentant rapidement, si je peux peut-être mettre la deuxième slide. Nous sommes toutes les deux. Ah, peut-être pas. Bref, donc ma famille collectionne donc DSL Collection depuis 2005. Et donc depuis 2005, on a utilisé les technologies pour montrer la collection. Parce que l'art contemporain chinois n'était pas, je dirais, aussi connu et montré par des collectionneurs. Et surtout parce que dès le départ, en fait, collectionner traditionnellement n'était pas l'idée. C'était de ne pas avoir forcément un lieu physique où les gens aient l'obligation de venir voir la collection, mais surtout de pouvoir, en fait, en vous parlant aujourd'hui, la montrer en Chine, aux États-Unis ou dans les endroits où on voulait le montrer. Et donc la technologie, depuis 2005, nous a permis de créer des expériences autour de la collection, donc 2D, 3D, Second Life, et la réalité virtuelle depuis 2016. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec Amy, donc on a vécu en Chine toutes les deux, et on avait très envie en fait de partager aussi l'art chinois. Donc les expériences qu'on a faites aujourd'hui sur le Metaverse, dont on va un peu plus parler, sont aussi très en rapport avec notre expérience en Chine, avec des artistes, des musées. Aujourd'hui, on installe donc des salles immersives au niveau des musées. Donc ça, ce sont des expériences qui sont physiques. Et là où c'est intéressant, c'est que effectivement, la question des NFT est à l'ordre du jour, parce qu'on présente la collection, mais aussi aujourd'hui un contenu avec des artistes qui utilisent le digital. Et les musées ont tout intérêt aussi à créer leur propre contenu, mais aussi le diffuser, le partager. Avec la possibilité aussi d'avoir je dirais, le côté plus monétaire à travers les NFT. Je ne sais pas si tu veux revenir un peu sur... Enfin, peut-être qu'on présente la vidéo. Oui. Donc en fait, sur la VR, ce qui est vraiment important, ça permet de créer des moments qui sont vraiment mémorables. Et je pense que comme dans le NFT, il y a une dimension aussi évidemment de partage. Et il y a un effet de mémorisation qui est très fort avec la VR. Et donc c'est vrai que souvent, et on rejoint un peu, on se retrouvait dans ce que disait John ce matin, il y a toujours un peu des détracteurs qui disent
est-ce que l'art digital c'est de l'art? Est-ce que la VR, finalement, si on fait des visites virtuelles de musées, plus personne ne va aller en vrai dans un musée? Comment on peut regarder une œuvre en virtuel alors que l'art ça s'observe, ça se touche, etc. Et en fait, pour nous, la réalité virtuelle, c'est pas une réalité qui est virtuelle, c'est une autre réalité. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer des expériences qui sont complémentaires. Et donc on parle de Figital. Il y a l'expérience muséale traditionnelle et l'expérience, on va dire, virtuelle. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que les musées, ils installent même dans leur musée, dans leur lieu physique, ces espaces virtuels, et qui après peuvent aussi être déployés hors les murs. Donc on va vous montrer si le petit film marche. Non, la vidéo aussi. Il faut que je le dise, parce que je vois un slide noir. Non, on voit, juste pour vous montrer à quoi peut ressembler. Donc ça a été le premier projet en 2015 de musée virtuel. Donc on a digitalisé en fait 30 pièces qui sont des sculptures XXL ou des pièces d'art contemporain classique et on les a intégrées dans un décor donc totalement imaginaire pour créer donc cette expérience où donc la personne avec son équipement et son masque va découvrir la collection. On peut interagir avec les œuvres. Il y a effectivement tout le côté immersif avec il y a des vidéos, il y a des explications. Et donc ce qui était très important, je pense... On a été les premiers en fait, à le faire en tant que collectionneur sur la réalité virtuelle. Et comme ce que disait Amy, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce qu'on a entendu ce matin avec Fabien et tous les intervenants, c'est l'accessibilité à l'art, la démocratisation. Et aujourd'hui, avec l'avancée depuis 2015 de la technologie, de pouvoir créer de nouvelles expériences, de pouvoir intégrer des NFT, des nouveaux types aussi de médiums pour les artistes, parce que nous on collabore énormément avec les artistes sur les projets qu'on fait. Et là, l'expérience du Pink Chan qu'on va voir, je pense que vous voyez justement la slide, où en fait il y a une réinterprétation des œuvres de la collection. Et aujourd'hui, il y a une salle donc, qui est dédiée à Shenzhen. À l'heure où on vous parle, il y a depuis 9h du matin des gens qui viennent essayer avec un casque en réalité virtuelle, donc cette expérience virtuelle. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne peut pas, physiquement on ne peut pas se déplacer là-bas, les œuvres ne peuvent pas se déplacer, mais à travers ce contenu en réalité virtuelle, on a la possibilité de faire voyager et de partager de l'art et une collection. Et aujourd'hui, on est rejoint avec nos projets par d'autres institutions, par d'autres collections et d'autres artistes qui s'associent donc, sur ces salles immersives. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de aussi vous parler du projet de Metaverse, qui est un peu plus dans la cible de notre sujet aujourd'hui. Donc qui, au final, à travers toutes ces expériences digitales, on s'est rendu compte qu'il était très important d'être sur le Metaverse. Alors, avec DSL qui est un peu notre cobaye lab, qui notre fer de lance, on avait beaucoup de contenu, donc on a commencé à créer donc sur la plateforme Sensar, donc qui est en réalité virtuelle connectée. Et donc vous pouvez vous connecter avec votre avatar depuis votre ordinateur. La possibilité donc d'expérimenter, de voir une collection sur une plateforme du Metaverse. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que on était seul au départ sur cette plateforme et en parlant avec d'autres institutions, mais aussi avec des artistes,
nous avons décidé donc, de faire un projet qui est commun, un peu collab, qui permet donc, par exemple à la RMN d'avoir un espace avec nous sur le Metaverse. L'idée étant de plus en plus avoir d'autres partenaires, d'autres expériences que les personnes puissent vivre donc, à distance. Et c'est un projet qui est fascinant parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a, et là je rejoins aussi les conversations de ce matin, qui étaient aussi sur comment présenter aussi les artistes sur le Metaverse, comment présenter une collection sur le Metaverse, et justement le rendre très éducationnel, mais aussi que ça soit vécu comme une expérience. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train d'intégrer, donc, par exemple, de la méditation, des œuvres beaucoup plus sensorielles, je dirais, sur donc, le Metaverse. Voilà. Ouais. On va vous montrer, donc, juste avant de vous montrer le trailer, parce qu'on n'a pas les casques aujourd'hui, mais ce qui est important dans la démarche, c'est vraiment cette idée, encore une fois, de partage, de montrer le travail des artistes, et vraiment, en fait, en s'appuyant sur l'avance un peu pionnière de la collection sur le côté tech. Nous, avec Aika, on veut vraiment s'ouvrir aux institutions et embarquer les gens, et créer vraiment un hub et une plateforme sociale pour tous les acteurs culturels, les artistes, les institutions. On a même là sur le Metaverse l'école NYU américaine qui a créé son espace dans lequel on va organiser aussi une cérémonie des diplômes. Et pour les étudiants. Voilà, pour les étudiants. Ça rejoint aussi un peu toute cette idée de ce que disait ce matin Sébastien de sandbox, voilà, d'espace comme ça commun où on expérimente quelque chose. Et à l'intérieur, après, puisqu'on parle aussi d'argent depuis ce matin avec les NFT, etc., il y a aussi quand même derrière une vraie question pour les institutions culturelles du business model. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des nouveaux revenus pour les musées, pour les artistes aussi, et ce qui est important. Donc pour, voilà, dans les musées, créer des nouvelles expériences, attirer de nouvelles audiences, avoir de nouvelles visites. Et puis aussi, c'est un contenu aujourd'hui digital qui se monétise et qui est important. Et c'est vrai que DSL avait été très pionnier dans l'utilisation de la VR, etc. Et c'est vrai que pendant le Covid, toutes ces questions se sont beaucoup accélérées, de la présence digitale des musées, des artistes, etc., des galeries. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même un élan et je pense que c'est important d'avoir des acteurs comme ça qui fédèrent pour promouvoir tout ce travail. Je vais vous montrer. Hop. Alors j'ai juste à cliquer, c'est ça? C'est bon. Donc là, c'est une petite vidéo trailer sur donc le Metaverse, qui est toujours en construction. Hein, donc on vous montre, c'est la version... Premières images. Voilà, les premières images. Donc en fait, tout part, on a reconstitué un village chinois des années 80, dans lequel on a créé des salles où on a intégré empilé donc, la collection DSL et qui sont ouvertes en fait à tous. Donc des artistes peuvent venir se placer dans ces salles. On aimerait aussi beaucoup justement faire une curation avec des NFT. Donc s'il y a des artistes NFT qui veulent nous rejoindre, on serait vraiment ravis. Là on voit des images d'un grand musée chinois qui est à Shenzhen, qui s'appelle le Pingshan Museum, qui a créé un univers complètement délirant voilà, au sein de notre Metaverse.
où en fait, et c'est ce qui montre toute la puissance de la VR, on voit une œuvre physique originale, on va dire classique, et ensuite on rentre à l'intérieur de l'œuvre dans une expérience immersive et sensationnelle et interprétative autour de cette œuvre. Donc c'est le principe œuvre classique qu'on voit en virtuel et expérience. Quelque chose? Non, mais donc là c'était l'expérience de Pingshan, et comme on vous disait, donc là par exemple on va avoir aussi une expérience avec un musée à Bogota, un musée à Kiev, donc tout l'intérêt étant de pouvoir aussi rassembler des institutions qui auraient fait leur propre projet sur une même plateforme. Mais on a très envie, on est en discussion également pour tout ce qui est je dirais des marques ou des artistes aussi qui viendraient se pluguer sur cette plateforme. Donc l'idée étant de proposer ensuite dans le parcours des événements, des expériences. On peut avoir des événements musicaux avec des DJ, avoir des projets aussi de conférences, mais aussi d'achat, donc des œuvres d'art pour les artistes. Et les NFT, bien évidemment, sont part de notre projet. Voilà. Génial. Bah, c'est canon, hein. Bravo les filles. Merci. Non, mais en fait, à partir c'est du moment difficile de l'expliquer, il faut le vivre. Moi, je l'ai vécu, donc j'arrive à me projeter, mais c'est surtout que le nombre de possibilités, une fois que tu as recréé un univers virtuel, il devient grand. Et vous êtes à la pointe de l'innovation, donc franchement, c'est vraiment un joli projet. Est-ce que vous avez des questions? C'est un micro pour vous. Ouais. Juste une précision, donc les collaborations que vous faites avec les musées sont des musées qui existent. Oui. Donc une fois qu'on rentre en réalité virtuelle dans ce métaverse, on commence par rentrer dans une projection d'un musée existant, puis il y a une part on va dire, proprement numérique auquel on peut accéder que par la réalité virtuelle. C'est ça? Ouais. En fait, avec la VR, en termes de créativité, tout est possible. Donc il y a en fait une première grande partie, on va dire, c'est reproduire le réel, donc que ce soit le plus réaliste possible. Donc par exemple, on pourrait recréer la ville d'Arles et puis vous regardez en Chine ou à New York et c'est comme si vous y étiez. Et puis après, il y a aussi tous les projets qui sont plus expérimentaux, où là c'est un open au niveau créatif et on vous fait juste vivre un endroit différemment. Donc, par exemple, on prend une œuvre d'art mais on la décompose totalement avec l'artiste et on crée plutôt quelque chose de sensationnel avec des éléments qui bougent, etc. Donc, pour Pingshan, par exemple, ce qu'on a vu, c'était avec un architecte qu'ils ont choisi. Donc on avait l'équipe de tech qui a donc modélisé avec l'architecte et le désir du musée, l'espace. Après, les œuvres sont bien réelles parce qu'elles sont collectionnées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait vous projetiez des œuvres réelles dans un monde qui est complètement en mouvement, en création. Et c'est là où on trouve que c'est intéressant sur le Metaverse, c'est d'avoir quand même ce côté où les gens en tout cas se disent elles peuvent exister ces œuvres ou pas d'ailleurs, et elles peuvent être créées aussi à partir du projet qu'on a. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi notre différence sur le Metaverse, c'est-à-dire vraiment d'avoir ces espaces qui sont créés, soit réels, soit pas. C'est ce qui est, je crois que c'est vraiment important à souligner ça, parce que donc la réalité virtuelle existe depuis quelques années, les métaverses, on commence à en parler de plus en plus, et il y a toujours ce premier geste qui est celui de l'imitation et du remplacement. On pense au virtuel comme un phénomène de copie, d'imitation. Alors on va essayer de reproduire un musée, une galerie, une expérience de musée, de galerie. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que ce genre de processus n'a aucun sens. Et que de toute façon, on sera toujours en deçà du réel, d'une part, et que d'autre part,
la culture de ces outils, c'est celle, par exemple, des jeux vidéo. On parle beaucoup des jeux vidéo, mais c'est parce que je les place en haute estime dans leur capacité à justement provoquer des expériences qui sont différentes. Et c'est ce que ont tout de suite compris la famille Lévy à travers sa collection. Moi, j'ai découvert en 2017 le travail qui a été fait sur la collection. C'est incroyable de présenter une collection privée dans un musée entièrement imaginaire, avec des conditions de visite qui sont impossibles à réaliser dans le réel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des trucs qui sont originaux, qui sont différents. Non, et puis ce que tu dis, Fabien, ce qui est intéressant, c'est que à chaque projet qu'on a, on essaie quand même d'avoir un espace qui est physique. Donc les gens peuvent aussi y aller s'ils sont à côté. Et je crois que c'est comme un point d'accès, non? C'est une espèce de portail. On le voit là, avec l'image de Ping Chan, c'est pas le plus bel espace muséal du monde. C'est avant tout, je suis désolé, hein, c'est juste un endroit où on peut venir pour être dans l'état d'esprit d'aller dans un monde imaginaire. Non, bien sûr, et eux ont pris le pari aussi en tant qu'institution de le montrer, parce que ça a été les premiers qui l'ont fait en Chine, et ça ne désemplit pas. On a justement, on peut parler un peu de la Chine, parce que ça, par nature, nous, on ne connaît pas, mais vous, oui. Comment ça se passe, ces expériences en Chine? Est-ce que c'est quelque chose qui est très populaire? On sent qu'ils sont en avance, entre guillemets? Ouais, ils sont très en avance. Ils sont très en avance, et c'est pour ça aussi que le projet s'est décidé en quelques mois. En termes de mise en place, il n'y avait qu'à acheter le matériel. Ensuite, on a eu une équipe de tech sur place qui nous a aidés pour le contenu. Et ce qui est exceptionnel, c'est de pouvoir le faire très rapidement et de se dire que dans les institutions, on est capable aujourd'hui de pouvoir créer des contenus beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Encore faut-il avoir envie de prendre le pas, et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui, je dirais, sur des institutions qui sont en transformation. Mais en Chine, les espaces en réalité virtuelle, ou le metaverse, est aujourd'hui extrêmement pointu. Et ils nous attendent pas d'ailleurs là-dessus. Donc nous on a la chance d'avoir connu les artistes aussi, les musées aussi qui ont envie de se mettre tout de suite sur ce type de projet. On est d'ailleurs les seuls à le proposer pour le moment. Mais tous les jours vous avez des nouveaux espaces en VR, vous avez des nouveaux espaces, des nouvelles plateformes de NFT, vous avez beaucoup de choses. Et ce qui est le plus difficile au final, c'est de pouvoir proposer une plateforme sur le metaverse, comme ce qu'on fait, et qui se développe très rapidement. Donc en fait, tous les jours, on est avec nos équipes en essayant de mettre l'ARMN, d'autres projets, et on est sur des temps records en termes de créa, donc, pour justement pouvoir le proposer aussi en Chine. Et juste, j'ajouterais aussi à quelque chose qui change beaucoup, c'est que quand même, quand on parle de tech, il y a aussi l'équipement. Et qu'aujourd'hui, c'est certain que ça peut représenter un frein. Et d'ailleurs, souvent, quand on monte la VR, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils mettent un casque de réalité virtuelle. Et donc ça, en Asie, c'est aussi une différence. Ça veut dire, c'est vrai qu'ils sont déjà plus équipés, mais ça va changer. Parce que ça s'accélère. Apple va sortir son casque aussi, donc ça va être... Aujourd'hui, c'est certain, ça vient de... Enfin, la VR, ça vient de l'industrie du jeu vidéo, donc c'est des gamers, mais ça se démocratise énormément et ça va beaucoup s'accélérer. J'ai une question, en fait, ça donne très envie, mais on peut la tester en Chine, est-ce qu'on peut le tester en France? Est-ce que vous avez des espaces à Paris ou ailleurs pour pouvoir tester cette expérience? Oui, tout à fait. Vous pouvez venir dans notre showroom à Paris pour tester le Metaverse. Après, on le montre beaucoup dans des foires d'art, dans des musées, à l'occasion de pop-up. On le montre aussi. On a montré dans des shopping malls aussi, donc l'art étant dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que là, d'ici décembre, la plateforme va être de Metaverse sera vraiment complètement en ligne avec déjà un certain nombre d'expériences.
Voilà. Mais... Donc ouverte à tous, à partir du moment où on est équipé ou pas. Ouais, on peut faire les deux en fait, en VR et pas en VR. Mais d'ailleurs, après, l'expérience par exemple du musée DSL, elles sont disponibles sur les stores. Donc si vous avez l'équipement chez vous, vous pouvez télécharger le programme et le voir. Et sur Sensar aussi, c'est open. Donc en plus de l'usage privé, on va dire, de façon publique, on le montre le plus possible. Et c'est aussi toute la beauté des projets en VR, c'est que c'est totalement nomade. Donc on peut le montrer de façon infinie. Justement, pour rebondir sur le projet dont vous parlez qui va ouvrir en décembre, du Metaverse, c'est quelque chose qui va regrouper toutes les expériences. Ça va être des expériences qui vont arriver petit à petit, soit de l'art, soit des exhibitions. Et est-ce que c'est quelque chose qui va être multijouable, les gens vont pouvoir se regarder dedans un peu comme dans Second Life? Est-ce que ça va être quelque chose d'unique où chacun va faire sa voix de sa façon? Comment ça va se présenter? Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment une plateforme sociale, donc c'est ouvert et c'est pensé comme un hub. Donc, plus on a d'acteurs, d'institutions, d'artistes qui nous rejoignent, plus le projet sera fort. Et l'idée, c'est de. Alors, bien sûr, ouais, c'est multiplayer. Donc, d'ailleurs, ça appuie sur Sensar, qui est en fait une plateforme hyper développée. C'est les anciens de Second Life, non, si je suis pas. Il me semble. Et donc, il y a déjà tout un concept multiplayer, des outils de construction 3D dans lesquels vous allez customiser. Ouais. Après, ça dépend. Par exemple, pour NYU, c'est les étudiants de NYU en fait qui créent leur espace où on va avoir des œuvres des étudiants qui vont être présentées. Oui, c'est la même équipe qui développe tout le projet avec nous. Et c'est totalement ouvert, d'ailleurs parfois c'est assez drôle parce qu'on le montre, quand on l'a montré à l'Univatech, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes par jour, mais il y avait d'autres gens connectés, donc vous avez des avatars qui se baladent et vous parlez, donc ils vous disent où vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici. Donc tout le principe, c'est que vous pouvez être connecté n'importe où dans le monde et vous retrouver sur la plateforme. Et c'est aussi une fonctionnalité très forte pour pouvoir permettre justement de faire des tours curatés, de faire, comme disait Karen, des événements live. On peut se dire, voilà, on se retrouve à 18h dans telle partie du Metaverse. Nos prochaines dates dans le Metaverse. Exactement. Apparemment, c'est un job Metaverse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.